beaucoup plus chic si je vous voyais, Manuel, ça ferait plus d'émissions littéraires. Je ferais faire ça. Manuel Verlange, vous. Mais je n'y arriverai pas parce qu'on se connaît depuis une dizaine d'années maintenant. Et depuis une dizaine d'années, moins un jour, je te trouve tellement sympa qu'on s'est d'emblée tutoyé. Donc, vous m'excuserez la licence. On va y aller comme ça. Manuel, dans ce livre, donc au titre d'une enfance heureuse, tu abordes, j'allais dire, pas pour la première fois, la thématique du rapport à la mer. On se souviendra que tu as déjà écrit en 2002 Portrait de ma mère en foot, et puis Vue sur mer en 2017, et puis ton dernier ouvrage en date, La lumière de la pluie sur son visage, c'est une sorte d'apothéose de cette thématique. On ne pensait pas que tu pouvais aller plus loin. Eh bien, si. Et dans ce livre, donc au titre d'une enfance heureuse, je vous le montre parce qu'il est beau en plus, euh, tu, tu, tu changes de point de vue. Tu peux nous parler un petit peu du narrateur de ce nouvel ouvrage? Oui, alors c'est gonflé au départ, mais en fait on n'y pense plus assez rapidement puisque le narrateur est en fait le nourrisson qui vient, comme dans la lecture de Matthieu, qui vient à peine de naître et qui va observer les choses. Donc effectivement, il parle, il observe, il remarque les choses, il parle même avant sa naissance en fait, hein, ce qui nous permet d'avoir un angle totalement différent. Ce qu'il dit est à la fois juste, même si on ne peut pas imaginer qu'un nourrisson et a fortiori un fœtus s'exprime, mais j'ai pu le faire parce que j'habite en Belgique, qui est le pays du surréalisme. Alors, tu m'as demandé, à tes risques et périls, de rédiger une préface. Alors j'ai essayé d'avoir l'air intelligent, moi qui ne connais que le cinéma et très peu la littérature. J'ai été carrément jusqu'à citer Sartre et Blanchot, la fameuse polémique sur le point de vue, vous savez, le point de vue par l'extérieur ou le point de vue... Alors ici, c'est très dommage finalement que Jean-Paul Sartre et Louise Blanchot soient plus là, parce que toi tu as inventé le point de vue intra-utérin. Et c'est quand même... Alors je voulais quand même te demander, on a bien compris le tour de force, mais pourquoi? Parce que je voulais que ce soit, je voulais que ce soit l'enfant qui s'exprime, l'enfant avant l'enfant au moment de son arrivée inattendue, c'est le moins qu'on puisse dire, et dans les premières semaines, en fait, premiers mois après, pour avoir ce regard, justement, qu'on n'a pas coutume d'avoir et qui me semblait être une voix intéressante à entendre. Alors effectivement, ça paraît quelque peu étonnant et pour le moins casse-gueule, mais quand on habille ça avec d'autres histoires en parallèle, plus de l'humour, finalement, on oublie très très vite et on peut se dire les choses que l'on ne peut pas aborder autrement. J'ai eu le sentiment quand même que cette vision par dedans, hein, pour garder l'expression, est beaucoup plus qu'un défi technique. C'est en fait une nécessité intime pour toi. Et une des clés, c'est que Manuel aime beaucoup faire des citations en début d'ouvrage. Et il y a une citation que je lis. Je m'excuse Mathieu, je n'ai pas ton organe pour lire des extraits. Enfin, je pourrais essayer. Une citation de Philippe Roth qui dit « Le vrai écrivain n'est pas celui qui raconte des histoires, mais celui qui se raconte dans l'histoire. La sienne est celle plus vaste du monde dans lequel il vit. » C'est une clé. C'est d'ailleurs la première citation qu'on lit. Alors quand on lit, encore une fois, je ne vais pas me mesurer à Mathieu, mais quand on lit des phrases de mon premier souffle à mes premiers pas, je ne me rappelais que les souvenirs de ma mère. À quel moment le visage de ma mère s'est-il imprimé, penché sur moi, couvrant mes pleurs d'enfant de son sourire triste, au silence refermé? Qui parle?
il y a le décalage entre l'adulte qui est loin, qui arrive à des moments dans le livre, et l'enfant, effectivement. Donc il y a un recul sur l'adulte qui parle et effectivement l'enfant dans le fil du texte. Ça, c'est pas une réponse. Bon, ben, j'aurais essayé. Mais l'important, c'était d'avoir le regard de l'adulte beaucoup plus tard par rapport à cette histoire qu'il ne maîtrise absolument pas. Et donc, pourquoi y a-t-il eu Portrait de ma mère en fuite, La lumière de la pluie sur son visage et d'autres livres, et il y en a encore qui arrivent. C'est la question qui se pose, qui est une question d'identité, qui est une question qui est, ben, je suis qui exactement et comment est-ce que ça s'est fait? Alors voilà, les choses se sont assises. Quand on n'a pas finalement... en fait, tu es redoutable quand même pour... J'aurais dû le savoir au départ. Quand on n'a pas au départ ces clés qui sont des évidences pour énormément de gens, et moi j'admire ces évidences et ce que les gens peuvent en faire, qu'est-ce qui reste? Une enquête policière? Ça m'intéressait pas trop. Alors il reste l'imagination et l'invention, et je le revendique, le droit de mentir. Il s'en sort bien, je trouve. Mais je vais y revenir. On a l'impression quand même que tu es très présent dans ce livre, mais via ce procédé donc de la parole du nourrisson, voire du fœtus, qui quelque part nous ramène aux lettres persanes, hein, parce que, comme tu dis, il comprend rien à rien, en fait. Il voit, il constate. On a lu un extrait, cette salle blanche, quand il est né, personne ne l'attend. Mais c'est très, très touchant parce que, allez, moi je casse le morceau, on peut pas s'empêcher de penser que tu es très présent dans ce personnage. Et moi qui n'ai aucun souvenir intra-utérin, je t'envie un peu parce que ça a l'air quand même assez passionnant. Alors je vais relâcher un peu la pression parce que Manuel ne parle pas que de sa biographie. On l'a dit tout à l'heure, il est aussi biographe. C'est le versant Manuel dans la vie des autres. Tu as rédigé, à ma connaissance, au moins 2 biographies. Changer le cours des fleuves, qui est la biographie d'un industriel, d'Alfred Grosjean. Et aussi Banana Split, de notre ami Jean-Luc Van Damme, producteur de cinéma. Ça, c'est un exercice particulier quand même, de prêter sa plume à la biographie de gens qui sont extérieurs. Qu'est-ce que toi tu retires, Manuel Vorlange, de ces 2 écritures, d'être entré de manière si intime dans la vie de quelqu'un d'autre? D'abord, ce sont des ouvrages qui m'ont été demandés, donc par des fils, des liens qui sont compliqués. Je suis arrivé donc et j'ai rencontré Alfred Grosjean, qui est une figure qui n'est plus parmi nous malheureusement depuis 1 an, mais qui est une figure de Charleroi et de la Belgique. Ce n'est pas Charleroi qui est bien représenté ici, je le dis tout de suite. Je voulais juste préciser que ce n'est pas la sortie du bouquin qui l'a emporté. Oui, non, mais voilà. Non, au contraire, je pense qu'il a beaucoup apprécié. Mais moi, j'ai rencontré la personne, je l'ai écouté, et j'ai tout de suite été, alors, franchement, c'est vrai, passionné par cette écriture, parce que cette vie, c'est un roman. Donc, écrire un roman, a priori, c'est plutôt le genre vers lequel je me destine, à juste titre ou pas. Mais écrire un roman par rapport à une vie réelle me donnait la trame de quelque chose d'extraordinaire, de cinématographique, avec la liberté de ne plus inventer une fiction, parce que les faits étaient là. Donc le roman, dans les faits, ça a été une aventure extraordinaire, et le livre a été très bien accueilli. Et je veux dire, on serait aux États-Unis, ça ferait un machin énorme parce que c'est quasiment ce qu'on peut appeler une success story, un enfant qui naît à Namur en 1931 d'une mère qui va l'élever seule, qui est domestique dans une maison bourgeoise et qui n'a pas les moyens d'élever cet enfant. Le père est totalement absent. Elle demande si l'enfant peut rester à la maison, hors de question. Les maîtres de maison ne l'acceptent pas. Donc elle va essayer de le mettre dans un pensionnat, oui, il faut payer pour ça. Elle n'a pas l'argent. Donc il s'est retrouvé pendant 4 ans et demi à l'orphelinat.
partant de ça, c'est devenu quand même une des plus belles réussites industrielles de la Belgique et de Charleroi. Il a été, alors son associé, on le connaît très très bien, et lui on le connaît moins bien. Il a été associé pendant plus de 10 ans avec Albert Frère, donc dont le nom parle à tout le monde, alors que le nom d'Alfred Grosjean parlait déjà infiniment moins. Et donc cette réussite et ce parcours est vraiment, vraiment presque à la limite, je dirais, un film cinématographique vu, revu. Écoute, donc voilà ma passion, je vais l'écrire ça. Je t'écoute, mais ça pourrait faire un scénario, mais d'un film de Manuel Zorlange. C'est un personnage de Manuel Zorlange, cet Alfred Grosjean. Avec sa naissance, le rapport à la mer, excuse-moi, on y revient. Oui, mais toute sa vie, sa mère a été un guide, un repère, une base, un port, mais ça a été vraiment quelque chose de très très important. Ouais. Mais quand j'ai lu cette biographie, je me suis posé la question qu'on pose souvent aux comédiens. Tu sais, quand ils incarnent un personnage de manière tellement réussie, comment on s'en sort après? Tu étais devenu un peu Alfred Grosjean. Mais d'abord, le film est écrit comme le film, voilà, il a dit. Le livre est écrit exactement comme un film, en fait, avec des plans. Parce que ça me paraissait plus intéressant, donc il n'est pas non plus chronologique, mais il est construit comme ça. Et donc, il y a eu une autre rencontre qui était improbable, c'est la rencontre entre quelqu'un qui n'est jamais allé à l'école et quelqu'un qui a fait des études. Donc, le fait déjà de regarder les gens qui font des études entraînait une certaine méfiance chez Alfred Grosjean, une certaine réserve, disons. C'était pas négatif, une certaine réserve. Et l'autre point, c'était que cela soit écrit. Or, l'écrit pour Alfred Grosjean, j'ai invité sa petite fille, mais malheureusement elle n'a pas pu venir. L'écrit pour Alfred Grosjean, il n'y avait pas de livre chez lui. L'écrit, c'était les contrats. Et les contrats, c'est les pièges. Donc, tout partait de là. Alors, on a dû, en plus de l'écriture, de la transcription, de donner vie à cette histoire, on a dû franchir, lui, moi, le cap de la confiance. Et finalement, on est rentré tellement, quelque part, en proximité, en confiance, que je connais tous les restaurants de Charleroi. Voilà, je te demandais qu'est-ce que tu avais retiré de cette expérience. Quelques kilos. Quelques kilos, la connaissance des restaurants de Charleroi. Et après avoir rédigé ce livre, tu t'es donc retrouvé Grosjean comme devant. Fallait faire, oui. Et tu es passé au dessert, c'est-à-dire au banana split. Oui. Avec Jean-Luc Van Damme. Voilà, il est venu me voir pour écrire cette biographie et je suis passé d'une structure de livre qui part d'une histoire de vie, qui part très très bas pour arriver très très haut, aux montagnes russes complètes. C'est-à-dire qu'autant l'un est linéaire vers le haut, on part, c'est Zola au départ, et on arrive, c'est vraiment très rassurant comme progression, au niveau matériel, mais au niveau psychologique, familial également. Autant, alors chez notre producteur, c'est rock'n'roll à chaque page. Oui. Sur le plan de la professionnel, sur le plan personnel, sur le plan économique, sur tous les plans, c'est absolument la chute de tension, 3 pages, et puis on remonte, et puis ça n'arrête pas. Ce sont les métiers du cinéma. Certains dans la salle comprennent de quoi on parle. C'est vrai que Jean-Luc Van Damme rêve d'adapter un de tes livres. Ah, ça, je l'ai pas entendu, c'est une première, ça. Il m'en a pas parlé alors. Ah, bah, bonne nouvelle ce soir. Non, j'ai pas entendu. Moi, j'ai des grandes oreilles. Voilà, c'était la partie pour permettre à Manu de reprendre un peu sa respiration avant qu'on revienne à son livre, au titre d'une enfance heureuse. Le titre, justement, semble presque ironique par rapport au contenu. Tu parles d'enfance heureuse, c'est pas exactement ce qui est décrit, même si l'enfant en question ne se rend pas vraiment compte
de la série de malheurs qui lui tombent sur la tête. C'est-à-dire qu'il y a l'ambivalence entre, en fait, c'est comme si l'enfant intra-utérin et puis après en tant que nourrisson avait une vision de ce qui lui arrivait, de ce qui se passe autour. Autant quand il arrive vers la fin du livre, qu'on ne va pas dévoiler parce qu'il y a quand même des éléments d'étonnement vraiment très présents, c'est comme si à la fin il perdait aussi cette mémoire. Et à la fin, il lui reste quoi? D'être heureux. Il lui reste un bonheur, il lui reste une mère. Mais il ne lui reste pas son histoire. Son histoire, elle est avant dans le livre. Et lui, à la fin, il ne la connaît pas, cette histoire. Le lecteur la connaît, mais pas lui. Mais tu sais, parce qu'on a échangé à ce sujet-là, que j'étais interloqué par le titre qui est venu plus tard. Hein. C'est toi qui me l'as fait changer. Je ne voulais pas le dire comme ça, mais... Ah non, mais bon, il n'y a pas de souci, c'était pas du tout ça. Et puis c'est un très beau titre maintenant, en plus assez... assez littéraire. On ne dit pas tout le temps au titre d'une enfance heureuse, mais ça c'est toi qui l'as trouvé, hein, je n'y suis pour rien du tout. J'y avais vu d'abord... fait des propositions. Oui. Et donc la synthèse des propositions, voilà, moi j'ai fait une proposition sur les propositions. Oui, au titre d'une enfance heureuse. Moi j'y ai vu un signe cryptique de ton attachement au Brabant wallon, tu vois, au titre. Alors là, effectivement, celle-là, je ne l'aurais pas osé, mais je la prends et éventuellement, si j'ai l'accord, je m'en servirai. Oui, ben, je te l'offre parce que j'en suis pas spécialement fier. Bon, il fallait la faire quand même. Le recours à l'humour, notamment dans les scènes d'hôpital, parce qu'il arrive à nous faire rire, et je vous jure qu'on rit, sur des scènes qui n'ont rien de très drôle normalement. Ce recours à l'humour, c'est une stratégie de survie narrative. Ah oui, ça c'est une stratégie de survie tout court. C'est permanent. Les gens qui me connaissent le subissent, mais je veux dire, sans humour, j'y arrive pas. C'est pas possible. J'ai un problème d'assistance respiratoire. L'humour, c'est ça. Alors, on enchaîne là-dessus pour parler de ton style, parce que ce qui frappe, c'est que tu as une écriture qui est vraiment pas courante. Je veux dire, je ne te compare à personne. J'ai l'impression que je lis des choses que je n'ai lues nulle part. Je ne dis pas que ça ressemble à rien, parce que ça pourrait être mal pris. Mais dans le bon sens du mot, ça ne ressemble pas à d'autres écrivains. C'est quoi la caractéristique de Manuel Verlange? C'est qu'il passe sans cesse du lyrisme, mais alors sans complexe, j'ai des choses qu'on n'oserait pas toujours. On va parler de lyrisme débridé, mais quand même, à une langue très contemporaine, voire très crue par moments. Dans les exemples de textes que Mathieu nous a lus, je reviens, il y a cette phrase quasiment hugolienne, hein, on est à Waterloo quand même. Ma poitrine s'est emplie des vagues jaillissant par-dessus la digue, elle giflait les façades des villas d'Angleterre. Là, on est dans l'image ample, dans une phrase cadencée. C'est presque de la poésie. Un souffle romantique, une quasi-transfiguration du souvenir dans lequel la mer devient, la mer MER cette fois-ci, mais devient une métaphore matricielle, le chaos, la naissance, la mémoire. Et puis, tenez-vous bien, rupture brutale du lyrisme maritime vers le trivial le plus complet, quelques lignes plus loin, les fœtus ont des oreilles et ils n'ont que ça à foutre, écoutez aux portes. Tout ça en un paragraphe. Changement radical, on est tout à coup dans un vocabulaire familier, un ton désacralisant, qui provoque le rire. Peut-être encore plus à cause du contraste entre les deux. On passe, alors pour parler comme les critiques littéraires actuelles, on passe de l'élégie à la punchline. Je vais vous donner un autre exemple.
qui oppose cette fois-ci l'humour au tragique médical. Après le lyrisme maritime, on parle de la salle néonatale. Bon, salle néonatale, enfin, peut-être certains d'entre vous ont connu ça, c'est pas un endroit où on rigole. Hein. Et le nouveau-né, hein, qui est à peine sorti du ventre de sa mère, nous dit « J'étais exposé avec des tuyaux et une étiquette sur le présentoir, manuel, 1,425 kg, 7 mois. » Je sais pas vous, moi, ça m'étreint, parce que on visualise ce prématuré, et qu'est-ce qui peut le plus faire saigner le cœur d'un homme, et encore plus d'une femme, je crois, que la vision d'un prématuré. Donc nous voilà, avec une image tragique, de fragilité extrême, on est ému. Et tu enchaînes, je me suis cru au rayon produits frais du supermarché. Donc on applaudit. Voilà. Ça, pour moi, c'est la marque de fabrique Forlange. Le pathos court-circuité par l'ironie. Mais les deux sont importants, le pathos et l'ironie. Comment tu travailles ces contradictions apparentes? Je ne sais pas, il n'y a pas un travail précis par rapport à ça, mais il y a quelque chose dans lequel je crois. Je vais donner un exemple qui va peut-être aider. Moi, j'ai été impressionné, je le suis toujours, par Charlie Chaplin. Ma mère, j'étais vraiment très jeune, j'ai déjà plus un fœtus, hein, je vous le dis tout de suite, mais très jeune, m'a passé, repassé et repassé le film Le Kid. Quelle femme admirable. Et donc ce film que je revois encore aujourd'hui, sans aucune fatigue, ennui ou j'ai déjà vu. Non, au contraire, à chaque fois il y a un renouvellement, parce qu'à chaque fois il s'entrechoque avec des relations que je rencontre, avec des expériences. Et donc, c'est quoi? C'est une succession de exactement ce que tu viens d'exprimer, de rigolade incroyable et de pathos à côté. Donc, moi, quand je lis, parce que je lis énormément par passion, c'est très important. Quand je suis en lecture, quand j'entre dans la lecture d'un livre qui travaille par exemple sur le pathos et qui le mène pendant 10, 15, 20, 30, 40 pages, j'ai un souci. J'ai un vrai souci. C'est pas pour ça que le livre est pas bon, c'est moi qui ai raison. Je dis j'ai un souci. Quand je suis dans un livre où il y a de l'humour à droite et à gauche, 20, 30, 40, 50 pages, qu'il n'y a pas la petite larme qui donne cette crédibilité de cœur au rire, puisqu'après tout c'est la même chose. Hein. On pleure quand on est triste et on rit quand on est et on pleure quand on rit aussi. Bon, qu'est-ce qu'il fait? Donc l'idée c'est ça. Donc je crois dans un texte pour son dynamisme, pour sa vitalité, pour également l'intérêt de garder aussi le lecteur, parce que c'est très important de respecter le lecteur et de respecter l'intérêt et l'attention qu'il va avoir pour aller à la page suivante, c'est l'alternance. Et cette alternance, elle est permanente, je ne fais pas exprès, mais c'est comme ça, c'est ça que je voulais savoir. Tu ne fais pas exprès, ou bien à un moment tu t'arrêtes, tu dis, bon là, Manuel, tu es en train de faire pleurer les choses dans les chaumières, il faut que je dise un truc un peu drôle. Oui, quand je dis que je ne fais pas exprès, c'est encore un mensonge, bien entendu. Oui, je le savais. Parce que pour celui précédent, mais en fait pour tous les livres, c'est la même chose. Et là, je vais parler de quelque chose que tu connais très bien. Pour écrire ce livre de 300 pages, je pense que j'ai dû en écrire plus de 700, 750 à peu près. Et donc quand j'écris, il n'y a aucune censure, ça part, j'ouvre la baignoire et il y a un dégât des eaux. Hein. Tous ceux en dessous sont complètement trempés, il n'y a pas de problème, c'est certain. Donc, et puis une fois que j'ai fait le dégât des eaux partout, je laisse maturer, ça champignonne avec l'humidité, je le mets dans la cave à affinage, j'écris un autre livre entre-temps pour oublier le premier, et puis je reprends, et là je fais ce que le cinéma, ce qui fait que le cinéma nous donne des films absolument magnifiques, c'est le coup. La coupée, c'est le montage. Le montage. Voilà. Donc dans le montage, je me rends compte de la manière dont sont tendues un certain nombre de scènes, dans la manière dont elles flottent en fait sur le texte, elles mènent le texte. Et à ce moment-là, je me dis, oui mais attention, là, on va pas pleurer pendant 2 pages de plus. On met à ce moment-là
c'est pas quelque chose de travaillé dans le sens je vais produire cet effet-là. C'est naturel en disant à ce moment-là, hop, on sort le truc qui sort de l'ordinaire et qui tout d'un coup, à la fois attire l'attention du lecteur, l'interpelle et lui donne aussi envie d'aller plus loin, même si parfois il est déconcerté. Je serais capable de faire des vannes à un enterrement, hein. Ça c'est totalement possible. Mais l'idée est là. Je ne t'inviterai pas au mien. Par contre, au mien, qu'est-ce qu'on va se marrer? Non, mais je n'ai pas fait l'exercice, mais avec les outils de l'intelligence artificielle aujourd'hui, j'aurais pu rentrer le texte de ton livre et demander à l'IA d'enlever toute trace d'humour. Ce serait un livre insoutenable. Donc, bravo pour ce travail si particulier que tu fais, donc, comme tu viens de nous l'apprendre un peu, au montage. Alors, ceci dit, je voudrais aller un peu plus loin encore dans l'analyse du style, parce que ton écriture semble très orale, très incarnée. Alors, je voulais savoir, tu écris à voix haute? Oui, alors, bon, mon épouse qui est là, elle est là, voilà, c'est ça. Donc mon épouse qui est là, il y a quand même un certain nombre d'années qu'elle me prend plus pour un dingue, parce qu'elle rentre des courses et elle entend, ah, il y a du monde dans le living. Bon, on se pose plus la question, parce que je tourne autour de la table en parlant. Donc il n'y a pas un dialogue que j'ai pas répété, que j'ai pas entendu. Je peux pas l'écrire autrement, c'est pas possible. Et un dialogue, souvent, que je lis et qui est écrit, je me le mets en bouche, même d'un autre auteur, je suis quand même assez gonflé. Et ben, ça tient pas la route. J'estime, est-ce que j'ai raison, ça j'en sais rien, mais moi je n'entends pas. Donc il faut que quand j'écrive un dialogue, je l'ai entendu, alors pour les dialogues, mais pour le reste aussi au niveau de la musique. J'écoute aussi de la musique, j'en fais, et je veux dire, dans la musique, il y a du rythme, il y a un tempo, il y a des montées, il y a des descentes, il y a tout un mouvement. Il faut que le texte ait tout un mouvement. Et c'est physique. C'est vraiment physique. Non, mais ça m'a fait penser à Flaubert et à son gueuloir. Tu vois, où il gueulait ses textes. Et d'ailleurs, lui aussi, hein, il pouvait passer de Salammbô à Bouvard de Pécuchet. Donc, c'est pour ma prochaine préface, le Flaubert du Brabant wallon. Ah oui. C'est surtout le faux bébé, hein, du Brabant wallon. Voilà, je savais que tu allais renchérir. C'est marrant, je te raconte une anecdote qui n'a rien à voir, mais à laquelle tu viens de me faire penser. Il y a des années de ça, j'ai eu la chance de rencontrer Roger Théron, qui était le grand rédacteur en chef de Paris Match à l'époque de la gloire de Paris Match, qui était le meilleur magazine hebdomadaire. Et il m'avait pris en amitié et il m'a dit un soir, viens à la rédaction quand tous les gratte-papiers seront partis, tu vas voir comment on travaille. Et c'était assez extraordinaire parce que c'était un bâtiment sur les Champs-Élysées. Et il y avait un long couloir qui menait à son bureau. Et dans le couloir, il y avait 62 cadres dans lesquels il demandait aux maquettistes, dès qu'une page était prête, de venir l'afficher dans le cadre correspondant au numéro de la page où allait être cette page. Et donc, 10 fois par jour, pour aller de la rédaction à son bureau, il passait dans ce couloir et regardait les pages. Il disait, je sais exactement quand on a un problème de rythme. Parce que il faut que je m'arrête à peu près tous les 3 mètres. Si je ne m'arrête pas tous les 3 mètres pour voir ce que raconte l'article, le lecteur fera la même chose et il feuilletera. Voilà, je te dis ça parce que je ne sais pas si tu as un grand couloir chez toi, mais